Qui est-ce que vous êtes payé par le président Poutine? En tout cas, je ne suis pas encore payée par le président Poutine, mais s'il regarde New World, cher président Poutine, si vous voulez me payer, vraiment, je suis preneuse. Il n'y a pas de souci. Tout travail mérite un effort. Nous travaillons, nous sommes dans une lutte. Il n'y a aucune lutte qui peut aboutir si on n'a pas les moyens de la mener. Et je dois avouer que l'adversité des Occidentaux ne me gêne pas. Celle qui me touche le plus, c'est l'adversité de nos frères, ceux qui nous combattent pour défendre les intérêts des autres. Ça, je dois avouer que ça me touche un peu plus que tout ce que les Occidentaux et les autres, France, États-Unis, machin, peuvent faire contre nous. Ça, je m'en tape. Où trouvez-vous les moyens pour survivre dans cette persécution presque généralisée? Est-ce qu'il vous faut vivre également, vous et votre famille? Qui vous finance, Nathalie Yamb? C'est vrai que les gens se posent rarement la question de savoir mais de quoi ils vivent. De quoi ils vivent, parce qu'on vous empêche de gagner votre vie. Moi qui ai fait une carrière au top niveau à l'international, avec la réputation qu'on me colle, sur les réseaux sociaux, si jamais demain j'avais envie de retourner dans le corporate, je pense que ce serait un peu difficile. Il faudrait vraiment qu'il y ait une société, peut-être comme New World, qui ait suffisamment de colonnes vertébrales pour pouvoir m'embaucher. Sinon, c'est assez difficile, effectivement. Mais on se bat. On n'est pas là pour devenir riche, on est là pour faire avancer des idées. Et je pense qu'on est sur le bon chemin. Nous, on devra subir des répercussions parce que vous tuez nos leaders. Mais vous allez subir des répercussions aussi chez vous. Dans les ces trois pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, les partis politiques sont suspendus, les élections reportées au Saint-Glinglin. Est-ce que ce n'est pas une menace pour la démocratie, Nathalie Yamb? Qu'est-ce que c'est la démocratie? Je veux dire, est-ce que c'est la démocratie que nous voulions en Afrique? Vous savez, en politique, il y a les moyens et il y a la fin. On a réussi à faire croire à certains que la démocratie était la fin. Mais la fin, en réalité, c'est l'enrichissement des Africains, c'est la sécurité, c'est le progrès, c'est le confort des populations africaines. C'est le fait de pouvoir vivre dignement, en sécurité, confortablement en Afrique. C'est ça la fin. Dans cette vidéo, vous allez écouter une interview de Nathalie Yamb où elle aborde un tas de sujets. Elle commence par les personnes qui l'ont formée sur l'aspect politique, en particulier l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings. Elle révèle le fait que les leaders panafricains sont soudés, ce qui les renforce. Ça change des leaders africains qui étaient souvent seuls dans leur lutte, ce qui les rendait vulnérables. Elle explique d'où lui vient ce courage de défendre les Africains. Et bien évidemment, on parle des inconvénients qui vont avec. Par exemple, les menaces de mort qui pèsent sur elle en permanence, ses comptes bancaires bloqués, donc elle travaille mais ne peut pas bénéficier des résultats de son travail. Elle explique comment elle gagne sa vie. C'est un point très important. Nous parle du fait que l'AES incarne un grand changement. À quel point la mobilisation pour Ibrahim Traoré est importante et que cela est une victoire, une immense victoire des réseaux sociaux qui informent réellement les Africains sur les enjeux en Afrique. Un peu plus tard, elle donne un avis tranché sur l'inutilité de la démocratie en Afrique. Pourquoi est-ce que la suspension des partis politiques est une bonne chose et dit travailler pour que le mouvement géopolitique de l'AES soit durable. Nathalie Yamb donne également son avis sur le positionnement du Tchad qui reste flou et nous fait comprendre qu'elle est une enfant d'Afrique, pas uniquement du Cameroun ou de quelconque frontière qui a été tracée par les Occidentaux et qui nous sont imposés, ces enclos coloniaux là. Voilà, je vous laisse avec l'interview et j'attends vos réactions en commentaire. Mais quelle est la part de l'héritage politique de l'ancien président ghanéen Jerry Rawlings dans votre formation idéologique? Vous avez été très proche de Rawlings, le Ghanéen. Oui, j'ai eu la chance de côtoyer des personnalités qui m'ont formée effectivement sur le plan politique. Il y a Jerry Rawlings, bien sûr. Il y a le professeur Mamadou Koulibaly qui est
une personne qui a été très 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 importante dans ma formation, ma compréhension des enjeux de certaines thématiques comme le franc CFA, comme la liberté, le progrès. Ce sont, si je dois citer 2 personnes, ce sera Jerry Rawlings et Mamadou Koulibaly. Je dis d'ailleurs souvent que je suis de l'école de Jerry Rawlings. Certaines fois, ça effraie les gens parce qu'on se souvient aussi d'une certaine radicalité qu'il avait quand il est arrivé au pouvoir. Mais je pense que sans cette radicalité-là, le Ghana n'aurait pas pu devenir ce qu'il est devenu sous sa houlette. Vous êtes une des rares figures féminines du panafricanisme. Il y a beaucoup de compagnons. Est-ce qu'il existe une synergie d'action entre vous? Alors, oui, je dirais que nous partageons tous les grands objectifs du combat panafricain, c'est-à-dire l'émancipation, l'autodétermination, la quête de la liberté et de l'unité africaine. Maintenant, chacun a son empreinte personnelle, sa faconde personnelle d'y arriver, son tempérament, mais il y a effectivement une synergie et une convergence sur là où on veut aller et les grands enjeux, les grandes étapes qu'il nous faut traverser. Je pense que c'est d'ailleurs ce qui nous permet à tous un peu de continuer, car quand on est tout seul dans un combat, c'est pas... D'abord, on est une cible très très grande et on a besoin de se sentir épaulé, de sentir partagé. C'est vrai que peut-être les gens ne nous voient pas toujours tous les mains dans les mains au même endroit, mais même pour des raisons de sécurité, c'est pas la meilleure chose à faire d'être tous ensemble au même endroit. Mais cette convergence existe et d'ailleurs j'en profite pour saluer mes camarades. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de vous faire taire. On se souvient encore de l'épisode de votre arrestation en Côte d'Ivoire, votre brève détention, votre expulsion. Malgré tout, vous tenez encore bon. D'où vient ce courage, cette force interne? Parce que vous êtes femme, après tout aussi. Oui, ben vous savez, les femmes dans le monde, elles supportent des charges. Essayez d'accoucher un jour, vous me direz. Donc, non, quand on entre dans ce combat, on sait que ça sera rude. On le sait, on se prépare physiquement, psychologiquement, même si je dois avouer que quelle que soit l'anticipation que vous avez, quand vous êtes vraiment confronté à l'adversité qui est là, il faut avoir les reins solides, on va dire. Hein. Donc, ça va de partout. C'est les menaces de mort, c'est le harcèlement financier, on essaye de terroriser votre entourage pour vous isoler socialement, familièrement. On essaye de vous précariser financièrement, on essaye d'atteindre à vos vies. Mais tout ça... Vos comptes ont été plusieurs fois bloqués. Oui, mais enfin, mes comptes sont bloqués, oui, généralement, ils ne sont plus réouverts. Donc, oui, les comptes sont... C'est ce que j'appelle la précarisation financière, parce que qu'est-ce que vous voulez faire aujourd'hui dans un monde où vous ne pouvez pas avoir de compte bancaire, où on vous assimile à des trafiquants de drogue, à des vendeurs d'armes, à des terroristes, alors qu'on ne fait que se battre pour notre dignité. Mais d'un autre côté, je savais que je trouverais cette adversité et je dois avouer que l'adversité des Occidentaux ne me gêne pas. Celle qui me touche le plus, c'est l'adversité de nos frères, ceux qui nous combattent pour défendre les intérêts des autres. Ça, je dois avouer que ça me touche un peu plus que tout ce que les Occidentaux et les autres, France, États-Unis, machin, peuvent faire contre nous. Ça, je m'en tape. Mais quand on est interdit d'entrer dans des pays africains, ça me touche. Quand ce sont nos frères qui nous attaquent, qui nous insultent, qui nous dénigrent, certaines fois on se dit, mais on se bat pour vous et pour vos enfants. Est-ce que ça vaut vraiment la peine de continuer? Et puis après on regarde, on voit que bon, c'est quand même assez résiduel par rapport à tout ce qu'il y a de positif et on continue. Où trouvez-vous les moyens pour survivre dans cette persécution presque généralisée? Est-ce qu'il vous faut vivre également, vous et votre famille? Qui vous finance, Nathalie? Écoutez, j'ai eu la chance dans ma vie de pouvoir travailler. C'est vrai que beaucoup de gens pensent que je suis née dans l'activisme. C'est pas du tout le cas. J'ai eu une carrière avant. Ouais. Après des études en sciences politiques, en communication et journalisme. Tout à fait. Et donc j'ai fait carrière, j'ai travaillé d'abord dans la com,
Ensuite, j'ai travaillé en tant que DRH dans des grosses multinationales au Cameroun, au Nigeria, en Côte d'Ivoire, au Ghana. Une grosse société de téléphonie mobile? Oui, aussi. Avant ça, c'était une grosse société de shipping et conteneurs. J'étais dans le parapétrolier. Donc, j'ai eu quand même la chance de pouvoir bien gagner ma vie et de pouvoir investir un peu ce que j'ai gagné, ce qui me permet aujourd'hui de continuer. C'est vrai qu'on peut dire que sur les plateformes de réseaux sociaux, il y a aussi de la rémunération qui vient. En ce qui me concerne, ma monétisation est bloquée du côté de Facebook, elle est aléatoire du côté de YouTube. Il y a aussi ce que certaines personnes me donnent, c'est-à-dire contribuent, reconnaissent l'effort, le travail qu'on fait. Enfin, il y a... Mais bon, c'est vrai que les gens se posent rarement la question de savoir mais de quoi ils vivent. De quoi ils vivent, parce qu'on vous empêche de gagner votre vie. Moi qui ai fait une carrière au top niveau à l'international, avec la réputation qu'on me colle sur les réseaux sociaux, si jamais demain j'avais envie de retourner dans le corporate, je pense que ce serait un peu difficile. Il faudrait vraiment qu'il y ait une société, peut-être comme New World, pour... qui ait suffisamment de colonnes vertébrales pour pouvoir m'embaucher. Sinon, c'est assez difficile, effectivement. Mais on se bat. On n'est pas là pour devenir riche. On est là pour faire avancer des idées. Et je pense qu'on est sur le bon chemin. Vos détracteurs disent que vous êtes propagandiste de la Russie, que vous relayez les discours de la propagande de la Russie. Est-ce que vous êtes payé par le président Poutine? En tout cas, je ne suis pas encore payée par le président Poutine, mais s'il regarde New World, cher président Poutine, si vous voulez me payer, vraiment, je suis preneuse. Il n'y a pas de souci. Tout travail mérite un effort. Nous travaillons, nous sommes dans une lutte. Il n'y a aucune lutte qui peut aboutir si on n'a pas les moyens de la mener. Aucune. Qu'on parte des luttes de libération, de l'ANC, de la SWAPO, de l'UPC, de tout ce qui s'est passé dans le monde, c'est impossible de mener une lutte sans avoir les moyens de sa politique. Donc moi, là, dans la lutte dans laquelle je suis désolée, hein, moi je prends l'argent d'où qu'il vient et je fais ce que j'ai à faire, selon ce que je me suis assigné comme mission dans ma vie sur cette terre. Alors si M. Poutine veut me financer, j'ai aucun problème avec ça. Malheureusement, il n'a pas encore fait, mais il n'est jamais trop tard. On est en 2025. Coucou. Donc on peut considérer que votre message, comme on l'a dit, commence par prendre, peut-être dans la OUS par exemple. Oui. Alors en partie, est-ce qu'on peut comptabiliser l'orientation géopolitique de ces trois pays, le Mali, le Burkina Faso, le Niger, comme une résultante de votre activisme ? De mon activisme et peut-être de celui aussi de mes collègues, d'autres personnes qui ont fait ce travail avant. C'est vrai que quand on regarde la chose, moi je suis dans ce combat depuis beaucoup plus longtemps que l'AES existe. Et d'ailleurs les autorités de ces pays, quand nous nous rencontrons, nous disent qu'ils nous remercient pour les avoir inspirés, pour ce que nous faisons, qu'ils leur ont donné certaines fois des impulsions. Une fois, l'un d'entre eux m'a même dit nous sommes des militaires, mais vous êtes une civile, et puis vous êtes dans ce combat-là, ça nous donne, ça nous met un peu de pression pour le faire. Après, aujourd'hui, c'est eux qui sont à l'action. Même si nous, on a pu les inspirer à un moment donné, aujourd'hui, c'est eux qui sont en position d'agir. C'est eux qui incarnent le changement auquel nous avons appelé pendant toutes ces années. C'est eux qui sont en train de le concrétiser à la face du monde et à la face surtout des Africains. C'est eux qui résilient les contrats, c'est eux qui mettent un terme à des présences militaires, c'est eux qui sont en train de se battre pour la sécurité de leur peuple, c'est eux qui sont en train de travailler à couper tous les mécanismes d'asservissement qui sont encore en place en dessous. Donc, on les a peut-être inspirés, mais aujourd'hui, c'est eux qui sont dans le spotlight et c'est eux qui nous donnent le boost nécessaire pour continuer, parce qu'on peut montrer un exemple. On peut dire ce qu'on vous a dit depuis des années, voilà ce qui est en train de se passer. À côté, au Burkina Faso, le 30 avril dernier, un soutien international a été organisé en faveur du capitaine Ibrahim Traoré. Cela a défrayé la chronique. Quelle lecture faites-vous de l'ampleur de cette mobilisation, on va dire, mondiale, hein? Oui, bon, une lecture à plusieurs niveaux, je dirais. D'abord,
je constate que les gens ont compris qu'il y avait une injustice qui était en train de se passer. Il y a quelque chose qui n'était pas bien, qui était en train de se passer, ils se sont mobilisés. Je pense que ça signale aussi que ce qui est en train d'être fait par le capitaine Traoré et par les autres dans l'AES, mais par le capitaine Traoré, c'est quelque chose de bien. On voit ce qu'il fait de bien. Les gens ne se mobilisent pas pour défendre quelqu'un qui ne fait rien. Les gens se mobilisent parce qu'ils sont en train de défendre quelqu'un qui est en train de faire quelque chose qui porte, qui a de la signification, qui change les choses. Ensuite, je pense qu'il faut aussi le lire comme la victoire aussi des réseaux sociaux sur les médias mainstream. Parce que quand vous entendez parler du Burkina Faso ou de l'AES dans les médias mainstream, c'est toujours des propos dégradants. C'est des juntes, c'est le terrorisme, c'est la pauvreté, c'est la régression, Et donc, ça prouve, cette mobilisation prouve que les gens ont d'autres sources d'informations aujourd'hui, qu'ils ont des alternatives pour se former leurs opinions sur les problèmes et sur ce qui leur est raconté, et que dans la majorité, les gens ont compris que ce qu'on nous raconte dans le mainstream, là, ça n'a rien à voir avec la réalité. Un autre niveau de lecture que j'ai, c'est que cette mobilisation retranscrit l'avancement dans l'éveil des populations. Thomas Sankara savait qu'on allait l'assassiner. Il l'avait dit à ses pairs. Il l'avait appelé à leur solidarité. Ils n'ont rien fait. Il a été tué. Kadhafi savait qu'on allait l'assassiner. Il a compté sur ses pairs pour essayer d'arrêter ça. Il a été tué. Quand on voit ce qui se passe, ce qui s'est passé au Sénat américain avec ce général que l'on doit par ailleurs remercier, parce que grâce à lui, bon, on a vu la mobilisation, il a réussi à être le catalyseur de l'unité africaine et afro-descendante, et même au-delà dans le monde, hein. Mais quand on voit ce qui s'est passé là-bas, aujourd'hui, les jeunes et les moins jeunes comprennent que quand ils parlent comme ça au Sénat là-bas, ça veut dire que peut-être dans les 6 mois, 1 an, il y a quelque chose qui va se passer et on va éliminer ce capitaine qui incarne tellement d'espoir. Et je pense qu'aujourd'hui, grâce à cette mobilisation, les gens qui ont l'habitude de zigouiller nos chefs d'État et nos leaders dans nos luttes d'émancipation ont reçu le message 5 sur 5. À l'époque, vous pouviez les éliminer et il ne se passait rien. Mais cette fois-ci, là, si vous touchez un poil, je ne dis pas cheveux parce que je crois qu'ils n'en ont pas beaucoup, mais un poil de nos gens-là, il y aura des répercussions chez vous. Ce ne sera pas seulement chez nous. Et c'est pour ça que vous voyez des gens, que ce soit de Jamaïque, qu'il y avait des manifestations un peu partout, à Berlin, à Paris, partout. C'était pour bien leur faire comprendre que le monsieur qui est là-bas, là, et ses camarades, là, si vous les touchez, nous, on devra subir des répercussions parce que vous tuez nos leaders. Mais vous, vous allez subir des répercussions aussi chez vous. Dans les 3 pays, ces 3 pays, le Mali, le Niger, le Burkina Faso, les partis politiques sont suspendus, les élections reportées au Saint-Glinglin. Est-ce que ce n'est pas une menace pour la démocratie, Nathalie Yamb? Qu'est-ce que c'est la démocratie? Je veux dire, est-ce que c'est la démocratie que nous voulions en Afrique? Vous savez, en politique, il y a les moyens et il y a la fin. On a réussi à faire croire à certains que la démocratie était la fin. Mais la fin, en réalité, c'est l'enrichissement des Africains, c'est la sécurité, c'est le progrès, c'est le confort des populations africaines. C'est le fait de pouvoir vivre dignement, en sécurité, confortablement en Afrique. C'est ça la fin. On a des moyens, on nous a fait croire que la démocratie était un moyen pour arriver à cette fin. 30 ans après l'instauration de la démocratie bolienne, bon, on a vu là où on est arrivé, c'est pas là. On est arrivé dans le terrorisme, on est arrivé dans la gabégie, on est arrivé dans la violence, on est arrivé dans le néocolonialisme appauvrissant. Donc,
Je suis assez ravie que les partis politiques et la démocratie aujourd'hui soient mis à nu et que nous soyons tous d'accord qu'ils ne nous ont pas amenés là où notre objectif est. Vivre mieux, vivre en paix, vivre dignement en tant qu'Africains en Afrique. Vous ne craignez pas des dérives dans le futur? Des dérives dans quel sens? La dictature qui s'éternise, le pouvoir fort qui... Bon, voilà la démocratie qui s'éternise. Vous avez vu où on est? Vous savez, moi, ce n'est pas l'architecture du mode de gouvernement qui m'intéresse. C'est la finalité. Qu'une personne soit en civil ou en uniforme, qu'une personne soit dans un régime présidentiel, dans une monarchie, dans une dictature ou dans un régime parlementaire, peu importe. Ce qui importe, c'est qu'est-ce qu'il fait à la place où il est. Si c'est un dictateur, mais que ce dictateur-là fait que les conditions de vie s'améliorent, que les gens vivent mieux, qu'ils peuvent scolariser leurs enfants, qu'ils peuvent se soigner chez eux, dans leur pays, sans avoir à prendre l'avion s'ils sont riches ou à mourir s'ils sont pauvres. Mais le dictateur là n'a qu'à rester. Il nous arrange. Singapour, dont on parle aujourd'hui, là, c'était pas la démocratie, hein. Mais, voilà, on cite le pays en exemple. Donc, ces catégorisations, démocratie, dictateur, c'est pas ça. Ça, c'est des mots, c'est des habits. Qu'est-ce que la personne qui est là fait? Si elle travaille pour les intérêts de ces populations, elle n'a qu'à rester. Si vous l'appelez dictateur, soit, appelons-le dictateur, il est le dictateur, il n'a qu'à rester. Maintenant, si c'est un démocrate, mais qu'il ne faut rien, bon, il n'a qu'à partir. Grand Combali, ces décisions de suspension des partis politiques suscitent déjà des mouvements de rue. Les politiciens doivent-ils prendre leur mal en patience, selon vous? Déjà, des mouvements de rue, c'est peut-être 3 pelés, 4 tondus. Hein, je veux dire, qu'est-ce qu'on appelle mouvement de rue? Les politiciens eux-mêmes qui bavardent beaucoup, on les a pas. Vous les avez vus dans la rue, vous? Moi, je ne les ai pas vus. J'ai vu une poignée de personnes qui étaient là et j'ai vu beaucoup plus de jeunes, d'ailleurs, qui manifestaient contre ces personnes-là dans la rue. Maintenant, est-ce qu'ils doivent prendre leur mal en patience? Je pense que les politiciens sont le mal. Les politiciens sont le mal. Ils nous ont montré depuis tellement longtemps qu'ils sont les instruments par lesquels on passe pour nous maintenir en bas, pour faire qu'on accepte des choses qui sont inacceptables. Il n'y a aucune raison que quand on arrive en Afrique, on nous dise que le seuil de pauvreté, c'est quand tu vis avec moins de 2 $ par jour. Mais quand tu es en Europe, le seuil de pauvreté, c'est quand tu as moins de 1 000 € par jour. Pourquoi? On n'est pas tous humains. On est tous des humains, d'abord. Pourquoi nos politiciens acceptent ça? Les hommes politiques nous ont montré qu'ils sont le mal. Donc, ils n'ont qu'à prendre leur mal en patience. Ils sont en bonne compagnie là-bas avec le mal, puisque eux-mêmes sont le mal. Je n'ai aucune pitié pour les hommes politiques. Et je le dis d'autant plus sereinement que moi-même, j'ai travaillé à la mise en place d'un parti politique à l'époque en Côte d'Ivoire. Donc, j'ai essayé cette façon de contribuer au combat. J'ai vu ses limites. Je ne suis plus là-dedans. Et je suis donc très décomplexée pour le dire aujourd'hui. Donc, sur le basculement politique ou géopolitique de l'AES, vous semble durable? Parce que c'est un mouvement qui s'inscrit dans la durée. En tout cas, je l'espère et j'y travaille. C'est essentiel pour nous qu'il soit durable. Et je travaille à ce que je fais ma part pour qu'il puisse s'inscrire dans la durée. Vous savez, quand vous regardez notre histoire récente, vous voyez que tout se passe par cycle de 30 ans. On a eu d'abord l'esclavage, la colonisation, puis donc dans les années 60, l'indépendance. On a essayé l'indépendance, on a vu au bout de 30 ans que l'indépendance qu'on nous a donnée n'était pas une indépendance. Et donc, cette aspiration à de nouveau de la liberté s'est retranscrite par une aspiration à la démocratie dont on parlait tout à l'heure. Alors, on nous a donné la démocratie bolienne. Mitterrand s'est assis, il a mis ses élèves à côté là, il leur a dit, vous rentrez, vous allez faire le multipartisme et les élections, ce sera la démocratie.
Mais ce n'est pas le multipartisme et les élections qui sont la démocratie. La démocratie, ce n'est pas les élections. Vous avez un multipartisme où vous avez les représentants du système france-africain au pouvoir et les mêmes qui sont aussi dans l'opposition. Les alternances se font à l'intérieur d'un même système. Bon, 30 ans plus tard, 2020, on se rend compte que la démocratie ne nous a rien apporté, tout comme les indépendances factices ne nous ont rien apporté. On est aujourd'hui dans les aspirations de panafricanisme et de souveraineté. Il faut s'assurer que dans 30 ans, nos petits-enfants ne seront pas de nouveau assis avec un nouveau concept à faire ce qu'il faut. Alors, on n'a jamais eu une occasion aussi grosse que celle de l'AES, où on a 3 pays dans un même espace géographique qui ont des militaires chevronnés à la tête de l'État, qui peuvent guider et faire des choses que des civils n'arriveraient pas à faire. Soyons francs, je ne vois pas vraiment des civils faire ce qu'ils sont en train de faire. C'est trop compliqué. Il faut avoir une carrure de guerrier pour le faire. Et donc, on n'a jamais eu ça comme ça. C'est le meilleur point d'avancement qu'on ait jamais eu. Et moi, je ferai tout ce qui est en mon possible pour consolider ça et inscrire cette souveraineté durement acquise, petit à petit, l'inscrire dans la durabilité. Mais vous semblez très optimiste, mais qu'est-ce qui explique la lenteur dans la prise de certaines décisions très attendues, comme une monnaie commune de l'AES, par exemple? Pourquoi ces pays ne sont pas encore débarrassés du franc CFA? Vous savez déjà, une monnaie, on ne s'en débarrasse pas comme on s'en débarrasse de billets de Monopoly. Hein, on est dans la vraie vie. Il y a beaucoup de travail qui se fait qu'on ne voit pas. Quand vous lancez une monnaie, il y a des pièges à déjouer. Vous savez que les gens vont vous tendre des pièges, l'histoire nous l'a appris. Il y a une confiance à bâtir. La monnaie, ce qui fait la valeur d'une monnaie, c'est la confiance qu'on lui prête. Donc il y a des situations, un contexte à mettre en place, il y a une économie à stabiliser, il y a une sécurité à donner, là il s'agit de 3 pays, donc il y a une union et une unité à bâtir, et tout ne se fait pas en plein jour. Il y a beaucoup, c'est comme dans un iceberg, il y a 20% que vous voyez, mais les 80% se font en dessous. Les gens sont au travail, les gens sont en train de travailler à l'arrivée de cette monnaie. Alors bien sûr, on ne va pas dire que tout est rose et tout est bien. Il y a encore, même dans l'AES, des résistances. Les reliquats de l'ancien ordre qui se battent pour essayer de le faire survivre. Et ces gens-là, il y en a qui sont là qu'il faut extirper du processus pour enlever certains blocages. Mais sinon, le dossier de la monnaie avance bien. Et pourquoi la Guinée et le Gabon, par exemple, qui sont passés également par une prise de pouvoir par l'armée, n'ont pas rejoint cette dynamique? Parce que tous les militaires n'ont pas, vous dites passer par l'armée, mais ce n'est pas l'uniforme qui fait le patriotisme. C'est ce qu'on a dans la tête, c'est ce à quoi on aspire. Parlant de la Guinée, on va quand même reconnaître, je crois il n'était plus colonel maintenant, il est général. D'accord. On va dire au général, on va lui reconnaître le fait que quand les pays de l'AES étaient menacés par la CEDEAO sous embargo, des embargos inhumains, des saisies de comptes complètement illégales, il a fait preuve de solidarité. Il ne leur a pas fermé le port, ça il faut le reconnaître et lui dire merci. Mais ça n'empêche pas que depuis qu'on le voit évoluer, on se rappelle quand même que c'est un ancien légionnaire de l'armée française qui est marié avec son officier traitant. Et aujourd'hui, quand on voit des militaires français et des agents français s'installer en Guinée, ce n'est pas fait pour faire évoluer la confiance. Quant au Gabon, bon, lui, il n'a jamais fait semblant de ne pas être de la France-Afrique. Le coup d'État du Gabon, l'arrivée du général Oligui, c'est le coup d'État typique de la France-Afrique. Quand vous regardez, c'est le coup d'État france-africain pour sauver le système france-africain, comme Damiba a été mis au Burkina Faso. Bon, lui, il n'a jamais fait semblant
de vouloir être dans l'AES ou de vouloir être dans une dynamique de rompre avec la France-Afrique. D'ailleurs, il vient de mettre en place un gouvernement qui est rempli de France-Africains. Bon, c'est un no-brainer. Que dites-vous du positionnement du Tchad? Lequel? Le positionnement géopolitique par rapport à l'AES. Vous connaissez son positionnement? Le Tchad, moi, quand je le regarde, je trouve que c'est assez illisible. Dans l'absolu, c'est assez illisible. Vous voyez, il fait des choses un peu à droite, un peu à gauche. Quand j'étais plus jeune, on disait qu'ils ont des comportements ondoyants et divers. On fait partir l'armée française, mais on ne donne aucun chiffre sur combien... Il n'y a pas eu de transparence dans le processus de départ de l'armée française. On savait tous que la plus grosse présence militaire française dans cette zone de l'Afrique, c'était au Tchad. Mais on ne donne aucun chiffre, on nous fait comprendre qu'en 3 jours, 5 jours, les gens ont pu partir. Et tout ça dans un contexte où Macron avait annoncé une invisibilisation, une stratégie d'invisibilisation. Donc, il y a des choses qui se passent, et même si l'armée française était vraiment entièrement partie, aujourd'hui, on sait que la DGSE et la CIA sont présents au Tchad, dans le lac Tchad. Donc, est-ce que c'est à l'insu du gouvernement tchadien ou est-ce qu'ils le savent? Je pense qu'on est dans un état d'observation. Moi, je ne peux pas parler d'un positionnement du Tchad parce qu'un matin, il est là, l'après-midi, il est là. Je trouve ça très flou et j'observe avec attention en espérant que, quelque part, à un moment donné, il y aura une reconnaissance qu'on ne peut aller que de l'avant. On ne peut pas retourner dans la vieille France-Afrique de papa. Dans notre pays, le Togo, malgré les sanctions sous-régionales, le pays a continué à développer de bonnes relations bilatérales avec l'AES. Que doit-on en déduire finalement? Déjà, peut-être que le Togo est plus raisonnable que ses pairs, que les pays voisins, que le Togo sait que les peuples d'Afrique sont des peuples frères et qu'on ne peut pas punir des peuples frères pour faire plaisir à des intérêts étrangers. Je crois que quand on observe un peu la politique du Togo, on voit que c'est un pays qui a envie de s'entendre avec tout le monde en réalité. Et je pense qu'il l'a démontré, il l'a mis en œuvre dans ce qui concerne l'AES. Moi personnellement, sachant que les décisions au niveau de la CEDEAO se prennent à l'unanimité, j'aurais peut-être préféré que le Togo ne signe pas les sanctions pour ne pas venir les appliquer après qu'il les bloque déjà au niveau d'Abuja. Mais bon, ça n'a pas été fait, mais au moins, sortant d'Abuja, ils sont sortis en disant « non, on ne va pas mettre ça en œuvre, on va continuer de traiter ses voisins pour ce qu'ils sont, à savoir nos frères. » On ne peut pas... Vous pensez toucher des militaires, vous touchez les populations. Vous coupez le courant, vous saisissez l'argent, vous empêchez les gens de vivre. Mais c'est les populations que vous tuez. Est-il souhaitable que le Togo rejoigne l'AES comme le pays? Il est souhaitable que tout le monde rejoigne l'AES. Il est souhaitable que ce qui se passe à l'AES s'agrandisse. Alors effectivement, moi je suis pour que non seulement le Togo, mais beaucoup de pays rejoignent l'AES. Mais on ne rejoint pas l'AES comme on rejoint un bar. Ce qui fait l'AES, c'est une vision de la façon dont doivent être gérés nos États. C'est une idéologie, c'est des valeurs en commun. Si c'est partagé, les gens sont les bienvenus, mais on ne peut pas... L'ancrage, vous avez parlé tout à l'heure du positionnement géopolitique de l'AES, il est clair. Ceux qui ne veulent pas se positionner auront du mal à rejoindre l'AES. Auront du mal. Mais je pense que c'est des choses qui doivent se faire, qui peuvent se faire. J'encourage tous les pays, le Togo en premier, à faire ce qu'il faut pour pouvoir agrandir cette famille qui est vraiment l'embryon de la vraie émancipation africaine. Jugement sur des faits. Voilà un fait. L'actuel président du Conseil du Togo, Faure Gnassingbé, a été désigné pour faciliter le règlement du conflit à l'est de la République démocratique du Congo. Moi, je suis toujours pour
des solutions africaines aux problèmes des Africains. Ça, vraiment, au départ, je pense qu'on a tout ce qu'il faut pour trouver en nous les solutions à nos problèmes. Donc, je souhaite bonne chance au président Faure dans cette entreprise-là. Je constate cependant deux choses. La première, c'est que les Africains souvent n'aiment pas que ce soit d'autres Africains qui leur suggèrent des solutions. Moi, j'ai parlé dans une de mes émissions cette année d'une solution de co-développement pour la RDC. De prendre l'Ouganda, la RDC, le Kenya même, la Tanzanie, le Rwanda, de s'asseoir là et de dire comment est-ce qu'on peut co-développer cette région avec ce qui est là. J'ai vu des gens s'énerver sur ça. Je vois que quand c'est Washington qui convoque, on prend les gens, on les assoit là, on leur dit la même chose. Tout le monde dit « Ouh, super, on va travailler à ça ». Quand c'est au Qatar qu'on convoque, on va vite. Mais quand c'est les Africains qui proposent des solutions, on fait comme si ce n'est pas important, comme si c'est... Bon, donc c'est pour ça que je dis je souhaite bonne chance au président Faure. Je dois dire que la personne qui le met en mission, pour moi, est le problème. L'Union africaine. L'Union africaine est un organisme qu'il faut supprimer, toxique, qui a montré qu'il ne travaille pas pour les Africains, ni l'unité, ni les Africains, qui est un instrument dans la main des intérêts étrangers. Et donc, je suppose qu'on l'a envoyé en mission en espérant même qu'il échoue. Donc moi, je lui souhaite de réussir, malgré le fait que ceux qui l'envoient en mission l'envoient pour échouer. Votre objectif général, c'est le panafricanisme, le bien-être des Africains. Mais au-delà de cet objectif général, vous, personnellement, est-ce que vous avez des ambitions politiques, notamment dans votre pays, le Cameroun? Mon pays, c'est l'Afrique. Ce n'est pas le Cameroun. Et mon combat que je fais pour l'Afrique a des répercussions sur tous les pays africains. En tout cas, je l'espère. Et je suis très satisfaite de ce combat-là. Je veux me battre pour l'Afrique, pas pour un pays, pas pour assouvir des ambitions personnelles, mais pour assouvir des ambitions collectives, que mon fils ou ses enfants puissent un jour étudier, vivre en Afrique, étudier, avoir les meilleures écoles, les meilleures formations, des emplois modernes, des emplois qui leur permettent de prendre des visas pour aller voyager et revenir sans qu'on les regarde comme s'ils vont toujours aller se chercher à l'étranger. Et ça, c'est pas qu'au Cameroun, c'est pas qu'au Togo, c'est même pas seulement dans l'AES. Mais je me focalise beaucoup sur l'AES parce que je pense que nous sommes sur cette terre pour une durée limitée dont on connaît le début, on ne connaît pas la fin. Et je pense que cette durée limitée que nous avons là, nous avons tous des missions à remplir. Et moi, je n'ai pas l'intention, moi qui ai la chance de connaître même ma mission, je n'ai pas l'intention de perdre du temps à essayer de faire des choses pour des politiques ou des peuples qui ont renoncé à se battre. Je préfère m'investir aux côtés de gens qui ont décidé de se battre, qu'ils soient des civils, qu'ils soient des militaires, qu'ils soient des politiques, qu'ils soient des commerçants, qu'ils soient des paysans. Mais en tout cas, et ça je le retrouve dans les peuples de l'AES, ils ont décidé de se battre, ils ont compris les enjeux. Je suis sûre que si nous réussissons l'AES, ça aura un effet domino sur le reste de l'Afrique. Donc mon combat vraiment va au-delà des considérations personnelles et surtout des frontières héritées de 1884-1885 à Berlin. Comment voyez-vous de façon globale, entrevoyez-vous le futur proche de l'Afrique? J'espère qu'on aura très rapidement une Afrique apaisée d'abord, parce qu'il nous faut de la sécurité. Aujourd'hui, on est dans un monde où des guerres éclatent un peu partout, ou ont lieu un peu partout. D'habitude, c'était toujours chez nous. Aujourd'hui, on voit des guerres conventionnelles en Europe, on en voit en Asie. Nous, on nous colle des guerres qui sont menées via des terroristes, via des rébellions, via... Les populations africaines ont trop souffert. On a payé
le prix fort de ces déstabilisations, de cette guerre larvée et ouverte qui nous est menée. Et j'ose espérer que nous allons très rapidement pouvoir arrêter ça, mettre fin à ça, instaurer la sécurité et transformer notre continent et nos pays à la mesure des moyens qui sont à notre disposition. Nous avons des ressources, nous avons l'énergie, toutes les formes d'énergie de la Terre sont chez nous. Nous avons l'eau, nous avons le soleil, nous avons l'uranium, nous avons le thorium, nous avons le vent, nous avons le charbon, nous avons tout. Mais nous ne pouvons pas aspirer à nous développer, à nous industrialiser si nous ne nous mettons pas à produire de l'énergie bon marché pour pouvoir attirer les entreprises, créer les entreprises, soutenir tout ça. Moi, je rêve que nous ayons une Afrique moderne, décomplexée, qui connaît son histoire, qui sait où elle va, qui ne se laisse pas compter ou impressionner par des concepts extérieurs et qui a compris que ce n'est que dans l'unité, dans la vraie unité, l'unité des peuples, qu'il y a moyen de prendre toute notre place à la table de décision du nouveau monde multipolaire et de nous envoler vers un avenir meilleur sans perdre nos racines parce que nous les connaissons.